parti. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire pendant l'heure du déjeuner, pour la pause certainement pour beaucoup d'entre vous. On va essayer d'être dynamique, d'être ludique. Le webinaire du jour va parler de la retraite. François, est-ce que tu peux passer la slide suivante? Ouais. Merci beaucoup. Très rapidement, on va se représenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, Pierre et François, qui on est, ce qu'on fait et pourquoi on est là devant vous aujourd'hui. Ensuite, on parlera dans un temps 1 de votre retraite obligatoire avec la CARMF, comment est-ce qu'elle est composée, de pourquoi vous cotisez, de quelle manière, etc. Pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous donne votre retraite obligatoire. Dans un temps 2, on fera des petits cas pratiques avec 3 cas pratiques spécifiques pour vous expliquer finalement, mettre en valeur ces chiffres de la CARMF et savoir finalement tout simplement quel est votre manque à gagner par rapport à votre retraite obligatoire et comment est-ce qu'on peut faire pour compenser ça. Et à la fin, on interviendra justement sur la retraite par capitalisation parce que c'est notre métier aujourd'hui de vous accompagner sur on va dire les dysfonctionnements de votre régime obligatoire et comment est-ce qu'on peut compenser votre retraite obligatoire par des systèmes de retraite par capitalisation. Voilà dans les grands temps. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Je pense qu'il y aura un temps de questions-réponses à la fin parce qu'on ne va pas vous embêter 1 heure, sauf si on parle beaucoup. Mais voilà, s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. Ok, c'est parti. Alors, le métier de courtier. Aujourd'hui, nous, on est un cabinet de courtage en assurance basé à Nantes. On connaît souvent les courtiers en prêt immobilier, mais beaucoup moins notre métier à nous qui est moins connu du grand public. Donc, nous, en fait, qui on est? On est un courtier, c'est-à-dire qu'on se situe entre vous et les compagnies d'assurance. L'objectif, c'est de vous proposer différentes solutions d'assurance, puisque aujourd'hui, on ne bosse pas exclusivement avec une compagnie, mais on bosse avec une multitude d'assureurs et de partenaires pour vous trouver les solutions adaptées à vos besoins. Voilà, on est basé à Nantes, on a une clientèle, une double clientèle, on va dire, une clientèle surtout de TPE, PME dans un premier temps, petites entreprises, et historiquement au cabinet, une clientèle de profession libérale médicale, ce qui nous a amené depuis 5-6 ans à être partenaire de l'URML sur toute la partie protection sociale et assurantielle. Voilà, on intervient sur 3 grands domaines, 3 grands pôles de compétences. La gestion Merde, d'actifs, désolé. c'est pas grave. La gestion d'actifs, la protection sociale et ce qu'on appelle chez nous l'IARD, c'est-à-dire dommages aux biens et responsabilités. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le pan protection sociale et plus particulièrement la retraite. Voilà, et ce que je vous disais, on accompagne l'URML depuis 4-5 ans sur les salons, sur des formats webinaires comme aujourd'hui et en individuel, bien évidemment, si vous le souhaitez, si vous avez besoin de conseils personnalisés. La petite slide d'après vous représente très rapidement l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille. Voilà, historiquement, le cabinet a été créé dans les années 2000 par Philippe Beneteau, qui est parmi nous aujourd'hui et qu'on remercie parce que Philippe est le fondateur historique du cabinet et Philippe aujourd'hui a une mission d'expertise au cabinet justement sur la retraite. C'est pour ça qu'on a souhaité qu'il intervienne aujourd'hui sur ce sujet spécifique pour vous. Voilà. Philippe, si tu veux te montrer, parce que dans toutes les vidéos, Puis là, voilà. je sais. Vous me voyez là? Non, je ne sais pas. Ouais, Si? ouais, Si, c'est si, bon. on te voit, on te Si, voit, on te si, voit si, sur la droite. je suis là. Bonjour à tous. Ok. Et Philippe nous accompagne notamment sur les thématiques de liquidation de retraite, parce que Philippe lui-même est à la retraite et a fait à une période de cumul emploi-retraite. Donc, il est notre spécialiste, tout du moins sur la partie des liquidations, de l'aide à la liquidation, qui n'est pas un sujet, lorsqu'on part en retraite, qui n'est pas forcément un sujet simple et sur lequel il y a souvent des arbitrages à passer. Ben, Euh, on peut dire que ça fait quand même plus de 25 ans que je travaille sur les régimes de retraite, les ouais. liquidations de retraite, les bilans, voilà. Donc, euh, on commence par la notion de retraite obligatoire. L'objectif, c'est que l'ensemble de
la présentation réponde à des questions un peu globales et on abordera des cas pratiques un peu globaux parce que en fait, vous avez des attentes un peu individuelles parce qu'on peut parler de retraite. Je suis remplaçant, je commence mon activité. Bon, vous avez les questions initiales. Ensuite, je suis en cours de vie et je suis en fin de carrière. C'est vraiment trois périodes qu'on peut, sur lesquelles vous avez des questions un peu différentes et des approches un peu et des attentes différentes. Donc, l'objectif, nous, de notre présentation, c'est quand même d'aborder une vision globale, même si dans les cas pratiques, on pourra avoir des approches un peu plus fines en fonction des cas que l'on va voir. Donc, sur la partie retraite obligatoire, aujourd'hui, sur cette slide, rapidement, c'est définir un petit peu la synthèse de votre régime obligatoire. Où est-ce que vous payez des cotisations? Comment vous payez des cotisations et est-ce que ça vous rapporte? Déjà, tout à l'heure, elle s'est permis un truc, je peux te Ah, dire. on entend quelqu'un? On entend, ouais, on Elle entend un voyait peu. mon téléphone, là. Je disais que j'étais en train de terminer mes visites. C'est Je pense que c'est Alexandra. Alexandra qu'on entend. Ça prend souvent, ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, synthèse du régime obligatoire, vous pouvez voir. Ah non, on attend. Non. Ah voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, synthèse du régime obligatoire, vous êtes porté donc par la CARF, hein, Caisse autonome de retraite, qui est votre caisse, votre régime obligatoire, et qui, du coup, se scinde, on va dire, en trois gros blocs. Les cotisations retraite que vous payez sont réparties en trois gros blocs. Donc, votre régime de base, le régime CARF, c'est celui, c'est votre régime de base. Ensuite, vous avez un régime complémentaire et le régime ASV, allocation supplémentaire vieillesse. On verra dans le slide d'après, en fait, les montants de cotisation qui sont alloués à chacune, à chaque bloc. On peut retenir quand même que sur le bloc de régime complémentaire CARM, c'est celui sur lequel vous allez constituer le plus de droits de l'ordre de 45%, un peu moins sur le régime de base CARM, fait allocation supplémentaire vieillesse, ASV, qu'on appelle, c'est un régime mixte, un financement mixte sur lequel il y a des cotisations, vous, en qualité de médecin, il y a une participation de l'assurance maladie et on pourra voir que plus vous avez des rémunérations hautes, plus la part d'ASV, enfin vous avez des rémunérations basses justement, plus la part d'allocation supplémentaire vieillesse dans votre constitution de retraite en fait, va vous donner des droits. Sur le régime de base CARM, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, c'est un régime qui est globalement aligné sur le régime des salariés. Ça veut dire qu'il a une base quand même de cotisation qui est, qui est plafonné sur le plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond annuel de la sécurité sociale, donc, qui est aux alentours en 2025 de 47 000 euros. Vous payez donc des cotisations sur cette base et ce qui vous permet d'avoir des points, d'acquérir des points sur ce régime de base et vous pouvez acquérir jusqu'à 55 points 500, maximum par an. D'accord? 550, Ah 550. oui, 550 points maximum par an avec une valeur du point acquise qui est de 0,540 euros. Donc finalement, 640. hein, Valeur de- 0,65 euros, bon bref, et ce qui permet en fait d'acquérir des droits à la retraite de ce régime de base avec un plafond maximum de 359 euros par an. Euh, Après cela, on cumule le régime complémentaire. Le régime complémentaire est aussi un régime par points avec une valeur de points de 76 euros et lui qui va être plafonné à 3,5 passes. Donc, en fait, vous, du fait de ce déplafonnement jusqu'à 3,5 passes par rapport à un régime de base sur lequel vous avez cotisation limitée à un pass, eh ben, vous avez une constitution de droit qui va être supérieure de l'ordre de 45% sur cette deuxième partie. Euh,
Philippe, est-ce que tu veux nous dire un mot sur la notion de prix d'acquisition du point aujourd'hui? Ben, le prix d'acquisition du point, en fait, aujourd'hui, suite aux différentes réformes qu'on a eues sur la retraite, c'est qu'en fait, on ne le connaît plus. En fait, autrefois, on pouvait calculer, on avait des techniques et on pouvait calculer le prix d'acquisition d'un point. Ce sont des rapports d'inspection, des circulaires internes au ministère de l'Éducation. Est-ce que Franck peut couper son micro, s'il vous plaît? C'est pas possible, les gens, ils sont pas capables. Ok, c'est bon. Merci à vous. Voilà. Donc, je disais, oui, le prix d'acquisition du point, il n'y a plus de transparence dans les régimes. Et ce n'est pas que pour la CARMF, c'est y compris pour les régimes des salariés. Aujourd'hui, on ne connaît pas le vrai calcul de prix d'acquisition du point. On connaît le prix du point que vous achetez. C'est une fois que vous l'avez en droit, mais le prix d'acquisition, on ne le connaît pas. Voilà. Juste un petit mot sur l'allocation supplémentaire vieillesse. En fait, là, vous avez 33%, mais c'est un exemple moyen par rapport aux éléments qui sont donnés en bas. En fait, plus le revenu est faible, plus la part d'allocation supplémentaire vieillesse est importante et proportionnellement au reste. Et plus le revenu est élevé, plus la part d'allocation supplémentaire vieillesse baisse. Et par contre, ce qui fait la grande part de votre retraite, c'est le régime complémentaire. Merci Philippe. Donc voilà, aujourd'hui, de toute façon, l'âge légal, on va dire, de départ en retraite, hein, c'est législatif, c'est 64 ans aujourd'hui, avec un taux plein à 67 ans s'il n'y a pas de décote. Et pour quelqu'un qui est né en fait en 1968, il faut un cumul de trimestres de 172 trimestres pour partir à taux plein ou alors 67 ans. Mais et la moyenne en fait de pension aujourd'hui sur les médecins G, ça va être entre 2500 et 3500 bruts par mois. Ça, c'est la moyenne de prestations de retraite mensuelles perçues. Voilà. Pierre, tu veux poursuivre? Ouais. Donc François vous a parlé du coup des trois régimes que composait finalement votre retraite obligatoire. Et finalement, ce qu'il est intéressant de voir, et on le verra dans les cas pratiques au début, c'est de quelle manière vous cotisez sur chacun des régimes. Donc les cotisations, elles vont être calculées comment? De deux manières. La première, c'est qu'elles vont être calculées par rapport justement au fameux PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale. François l'a dit, on est sur 47 100 € pour l'année 2025. Et elles vont aussi être calculées en fonction de si vous êtes en secteur 1 ou en secteur 2, notamment pour la partie ASV que vous allez retrouver en bas du tableau. Donc, pour le régime de base de la CARM, c'est relativement simple. Si vous avez une rémunération jusqu'à 1 PASS, c'est-à-dire une rémunération annuelle nette jusqu'à 47 000 €, vous allez cotiser pour la première partie de la pyramide que vous a montré François, c'est-à-dire le régime de base, à hauteur de 8,23%. Si vous basculez en tranche 2, les euros supplémentaires qui sont en tranche 2 jusqu'à 5 passes, vous allez cotiser jusqu'à hauteur de 1,87 entre 47 000 € et le maximum de votre rémunération. Donc là, déjà, on a un premier taux de cotisation sur la première partie de la pyramide. Ensuite, sur le régime complémentaire, c'est relativement simple, jusqu'à 3,5 passes de rémunération, donc 3,5 multiplié par 47 100. Je n'ai pas le montant exact, mais on est quasiment jusqu'à 130 000 € de rémunération. Vous avez un taux de cotisation à hauteur de 10%. Et du coup, les petites subtilités arrivent au niveau du régime ASV. C'est aussi pour ça que Philippe disait qu'on avait des variations sur la partie ASV. C'est-à-dire qu'en fonction du fait que vous soyez en secteur 1 ou en secteur 2, vous n'allez pas cotiser de la même façon. Si vous êtes en secteur 1, vous allez cotiser à hauteur de 1/3 de la cotisation et les 2/3 restants vont être cotisés par la caisse maladie, par votre caisse maladie directement. Alors que si vous êtes en secteur 2, vous allez cotiser intégralement cette cotisation. C'est pour ça que vous voyez secteur 1, 3% avec un plafond de 1 807 € et secteur 2, 9%
avec une cotisation intégrale à payer. Juste Ouais. un petit mot, il y a la même chose sur le régime complémentaire. Hein, euh, oui, non, excusez-moi, c'est moi qui dis une bêtise. Ouais, le régime complémentaire est aligné sur la rémunération et au-delà de 3,5 passes, on n'a plus de cotisation et plus de droits perçus. Voilà. Et sur le régime ASV, du coup, vous avez un distinguo entre le secteur 1 et le secteur 2, et on va le voir dans les cas pratiques. Du coup, on se disait avec François, la question se pose de savoir est-ce qu'il vaut mieux finalement exercer en secteur 1 ou au secteur 2 au regard des prestations sociales et des cotisations sociales que vous allez payer. Petite donnée clé intéressante, en 2023, 3,47 milliards de prestations versées pour 3,21 milliards de recettes. Ce qui pose du coup la question d'un régime qui commence à être déficitaire et ce qui va poser finalement les bases de notre réflexion, de se dire, OK, vous avez une retraite CARM qui fonctionne, mais qui est finalement bien insuffisante par rapport à ce que vous allez percevoir sur vos revenus de fin de carrière, ce qui va nous amener à notre troisième partie de la retraite par capitalisation. Et autre point intéressant, parce que on nous a dit aujourd'hui qu'il y avait des médecins qui étaient potentiellement plus sur leur fin de carrière aussi, donc que ça va intéresser. On dénombre aujourd'hui 13 500 médecins libéraux en cumul emploi-retraite. Philippe fera tout à l'heure un petit focus sur ce sujet du cumul emploi-retraite. Est-ce qu'on a intérêt à faire un cumul emploi-retraite? Est-ce qu'on a intérêt à aller racheter des trimestres ou non? Voilà, pas mal de petites questions auxquelles Philippe pourra vous répondre. Voilà pour Ouais, et ça. puis en fait, il y a un sujet quand même important sur les chiffres de 3,47 milliards de prestations versées pour 3,21 milliards de recettes, c'est que on est quand même sur un régime qui perd, on va dire, de la puissance, et on a quand même une moyenne d'âge des médecins qui est de plus en plus importante, enfin sur le ratio, sur les ratios des différents actifs. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans? C'est-à-dire quelqu'un qui est rentré médecin aujourd'hui ou ces 10 dernières années, dans 20 ans, est-ce que le régime il tient encore? Ou est-ce que la répartition va bien se faire, sachant que, on le disait juste avant, je fais un petit retour en arrière, mais aujourd'hui, le prix d'acquisition des points retraite, on ne le connaît plus. Donc, on ne sait pas finalement, on paye des cotisations, on sait qu'on peut avoir, notamment avec le régime de base, 550 points et que ça nous donne droit à 359 euros par an, mais on ne sait pas combien ça nous coûte. Et donc, en fait, il y a quand même il Bah, commence à y avoir une opacité qui est quand même assez forte sur les régimes de retraite, qui soient les régimes de retraite de base, surtout, quoi. Et si ce qu'on sait, ce qu'on peut rajouter aussi, ce qu'on sait, c'est quand même globalement ce que vous payez. C'est-à-dire que si on additionne les taux de cotisation de votre régime de base, de votre régime complémentaire vieillesse et de l'ASV, on peut déjà dire que sur la totalité de votre rémunération, vous payez entre 20 et 25 points pour cotiser à votre retraite globale CARMF. Voilà. À 25 points annuels, quoi. Ouais. Donc, voilà. C'est parti sur les cas pratiques. Alors, on va d'abord commencer sur les cas pratiques. On a fait trois petits cas. Les trois petits cas, on a fait Madame Dupont, Monsieur Petit et Madame Cerise. On va commencer juste sur la notion de cotisation, pour voir un petit peu, pour vous montrer quel est le coût de la cotisation, des cotisations générales, qu'on soit en secteur 1 ou en secteur 2. Donc c'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas du tout? Ouais, Hop, ouais, c'est bon. ok. Non, mais c'est pas le On bon. voit pas Maxirem, les cotisations. Ok. Ok. Donc voilà. Là, on utilise un outil globalement, c'est assez rapide, hein. C'est vraiment pas. Enfin, on essaie de faire un petit détail, mais c'est un outil de recherche rapide pour que vous ayez une idée, un point de vue assez simple. Donc, on commence avec quelqu'un, un praticien qui gagne 50 000 euros par an, qui est rentré, qui est en secteur 1 et qui est rentré
qui est rentré en 2024, qui rentre, enfin 2000, on va mettre 2021, qui rentre en 2021 sur le marché, voilà, et qui se met à son compte. Donc vous pouvez voir ici que pour ces 50 000 euros, on a une retraite de base à 8,23, comme on le voyait dans le tableau tout à l'heure. Donc on a une partie à 3 876 euros, on a une retraite de base sur la T2, donc qui est à 1,87 ici. On a 932. Prise en charge des cotisations retraite de base, bah, nous avons un médecin secteur 1, donc il y a une prise en charge caisse maladie. Donc on vient en négatif sur moins 1072 euros. Une retraite complémentaire à 10,20, donc 5084 euros. Et là, vous avez le forfait ASV et ASV proportionnel ce qui nous donne, bon, après vous avez de la prévoyance, etc. Mais en termes de cotisation retraite, on est pour un secteur 1 à environ 50 000 de rémunération. Ben, on a un coût de la retraite qui est de 12 000 euros par an. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Euh, si on passe en secteur 2, on peut voir que les chiffres évoluent. Hop, et on a un coût là de retraite à environ 19 000 euros par an sur ces données-là. Les données qui augmentent, c'est retraite complémentaire ici, et on a pu la prise en charge assurance maladie d'une partie des cotisations, etc. Donc, en fait, c'est là où on disait avec Pierre tout à l'heure, est-ce que secteur 1, secteur 2, c'est vraiment des choix qu'il faut faire parce que bon, c'est des choix qui permettent de créer sans doute plus de chiffre d'affaires. Après, on n'est pas, vous connaissez beaucoup mieux les conventions, etc. que nous, voilà, mais en termes de prestations et de droits à payer, quand on passe secteur 1, secteur 2, il y a un impact quand même qui est notable. Voilà. Euh, bon, je ne vais pas vous refaire les autres, hein, les autres montants. Plus de toute manière, plus on va déclarer un big BNC, un BNC qui va être important, plus on aura de cotisations et plus le distinguo secteur 1, secteur 2 sera important de toute manière. Parfait. Du coup, je vais essayer de reprendre la main sur l'écran. Hop. Ah, il faut que j'arrête du coup le partage. Alors, est-ce que moi, ça fonctionne ou pas? Attends, faut que je fasse ça. Voilà. Tu vois mon écran? Vous voyez mon écran? Ouais, on voit ton écran. Ok, donc pareil, je ne sais pas si on va avoir le temps de faire les 3 cas, néanmoins, je vais vous expliquer un petit peu, voilà, là c'est vraiment un cas pratique classique d'audit retraite, simplifié aujourd'hui, mais c'est pour que vous ayez un petit peu une idée de, bah, voilà, de quelle manière on travaille et de quelle façon on peut réussir à obtenir des résultats. Donc si on reprend, on va reprendre le cas, on va prendre un cas 2, le cas de Monsieur Petit, tac, qui est né du coup le 01 03 1983, qui a 2 enfants et qui est marié, qui a commencé à travailler. Donc ça, c'est important. Philippe nous dit toujours, il a raison, chaque cas est bien spécifique. Donc là, on est sur une simulation un petit peu globale, mais voilà, il faut prendre en compte les carrières de chacun. Chacun n'a pas la même carrière. Vous allez être certains à avoir fait que du libéral, d'autres à avoir fait du salariat, puis du libéral, puis autre chose. Donc tout ça est évidemment à prendre en compte. Là, on va prendre un cas classique d'un médecin profession libérale qui perçoit 90 000 euros de revenus. Tac. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que du coup, donc, les 90 000 euros, l'outil prend en compte le fait que vous ayez une progression, une évolution classique de rémunération. Donc ça, c'est pareil, c'est affiné par rapport à la réalité. Néanmoins, on nous explique que du coup, vous pouvez partir à taux plein à 67 ans, qu'il vous reste, selon votre âge de ce monsieur-là, 97 trimestres à acquérir et que la pension de retraite nette sera de 3 065 euros par mois. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est ici, c'est de se dire quel va être mon revenu de remplacement à la retraite. Le revenu de remplacement, c'est quoi? C'est le revenu qui est perçu par vos régimes CARMF par rapport à votre dernier revenu. Là, l'outil estime que le dernier revenu avant de partir à la retraite sera de 7 817 euros et que vous percevez une pension de retraite nette à 3 065 euros et que donc, vous avez un revenu de remplacement de 28%. Quid finalement de tous les pourcents restants? C'est là qu'intervient
un petit peu notre métier. Donc là, vous retrouvez ici, juste là, le petit camembert, c'est les 3 régimes dont on vous a parlé dans la pyramide. Le régime de base, le régime de complémentaire et le régime ASV. D'accord ? Ici, on peut voir la courbe de revenus, donc on peut venir affiner comme on le souhaite. Hein. Là, c'est pour vous donner un petit exemple. Et ce qui est intéressant ici, c'est les projections de retraite par rapport à l'âge auquel vous souhaitez partir. Donc ça, en jaune, c'est vos revenus au départ en retraite, et en bleu, c'est vos pensions de retraite versées par votre régime obligatoire. Donc, en toute logique, plus vous partez tard, plus vos pensions de retraite augmentent. OK ? Voilà pour ça, sachant qu'évidemment, on peut faire des simulations avec un départ à la retraite soit plus tôt, soit plus tard. Et enfin, la dernière étape, et c'est l'étape où nous, on intervient beaucoup pour nos clients, évidemment, c'est de se dire, bon, bah OK, on a notre salaire au départ en retraite, on a notre pension de retraite, comment est-ce qu'on va faire un complément de revenu? Donc ici, on va choisir, donc, par exemple, je vais dire, je souhaite avoir au moins 60% de mon complément de revenu par rapport à mon régime de retraite obligatoire. Je calcule. Je vais relativement vite, mais pour que vous ayez un petit peu la logique. Et alors forcément, là, on est sur une personne qui a 42 ans, donc dans la simulation, elle n'a jamais cotisé pour sa retraite. Et on vient nous expliquer un petit peu quel est l'effort de retraite qu'il faut faire pour aller chercher, je dirais, une retraite par capitalisation, pour aller venir compenser votre régime de retraite en bleu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que François et Philippe veulent rajouter quelque chose là-dessus? Non, en fait, bon, après, c'est une logique très, très financière hein, qu'on aborde là, mais après, c'est individualisé, c'est suivant la disponibilité financière de chacun, hein, la constitution de la retraite complémentaire. Et c'est surtout, faut avoir une vision au foyer quand on aborde ces problématiques-là, faut avoir une vision au foyer aussi. Donc voilà. Voilà, donc il est 13h30. Je ne vais pas faire les autres cas pratiques parce qu'on va vraiment être sur la même logique. Donc après, au cas par cas, si vous voulez qu'on étudie vos dossiers vraiment personnalisés dans le détail, parce que là, une fois de plus, on a quelque chose de lissé, donc ça nous donne des résultats qui sont très, très approximatifs. On peut évidemment le faire. Moi, je ferais bien un petit commentaire par rapport à la partie capitalisation. Ce qui est important, en fait, dans un contrat de capitalisation, c'est la gestion de votre épargne pendant toute la durée de la capitalisation. Ça veut dire que si l'épargne est bien gérée, vous allez avoir un capital plus important à la fin et donc une rente plus importante. Si le capital est mal géré, vous allez avoir une rente qui va être plus faible. En fait, c'est quand même le nerf de la guerre dans la capitalisation. Ouais, et très juste, et on en parlera du coup dans notre partie 3 sur la retraite par capitalisation. Comment est-ce qu'on gère un contrat de retraite avec une bonne gestion financière, saine, avec méthodologie et rigueur. Est-ce qu'on voit mon écran là ou pas, François? Ouais. Super. Philippe, est-ce que vous pouvez faire un petit focus rapide sur le cumul emploi-retraite et le rachat de trimestre? Oui, je vais reparler je vais dire 2 mots sur le prix d'achat des points. En fait, dans les régimes antérieurs, on savait combien on achetait un point de retraite. Aujourd'hui, avec les réformes de retraite qu'il y a eu, cette notion de coût, de prix d'achat du point de retraite, elle a disparu. Ce qui est quand même un tout petit peu gênant parce que, en fait, vous ne savez pas ce que vous achetez. La preuve, dans votre régime de base, on vous dit que vous allez avoir maximum 550 points. Voilà. Le problème, c'est que, en fait, que vous cotisiez plus, que vous cotisiez moins, vous avez 550 points et on ne sait pas, en fait, comment c'est calculé. Et c'est un petit peu le problème que ça donne sur l'évolution future des régimes de retraite, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des réformes de retraite, qui concernent tout le monde, hein, y compris vous, médecins, eh bien, en fait, le système de calcul et de perspective des droits évolue sans qu'on ait vraiment la main dessus et le pouvoir de comprendre et de décider ce qui va se passer. Voilà.
Ça, c'est une chose que je voulais dire. Le cumul emploi-retraite, bon, en fait, le cumul emploi-retraite, c'est extrêmement simple. Pour faire un bon cumul emploi-retraite, il faut partir avec une liquidation à taux plein, c'est-à-dire avoir ces 172 trimestres, 64 ans, et du coup, ça permet de faire un cumul emploi-retraite total. Sachant que vous continuez à cotiser, mais ça ne génère pas de droits, sauf qu'il y a une petite gratte, si j'ose dire, c'est pas très élégant, mais enfin, comme ça, qui a été mise en place il y a 2 ans, qui consiste à dire que vous pouvez avoir un petit complément retraite qui va jusqu'à 3 200 € maximum par an sur une période totale. Donc voilà, ça ne change pas franchement les choses. Et le cumul emploi-retraite, par contre, quand on veut faire un cumul emploi-retraite sans avoir ses droits totaux, c'est-à-dire on ne fait pas taux plein, on est limité en montant de revenus derrière et ainsi de suite. Et très honnêtement, un cumul emploi-retraite sans une retraite, sans avoir pris sa retraite à taux plein, ça n'a strictement aucun intérêt. Vaut mieux continuer à travailler normalement et à constituer les droits. Voilà. Concernant les rachats de trimestres, effectivement, il y a des rachats de trimestres qu'on peut faire en début de carrière et puis après des rachats de trimestres qu'on peut faire tout au long de sa carrière. L'objectif étant, Philippe, d'un rachat de trimestre, c'est de réduire sa durée de travail, on Ouais, va dire. Hein. réduire sa durée d'activité, tout Voilà. à fait, ou de récupérer des trimestres pour arriver aux 172 et ainsi de suite. La particularité, c'est que ce qu'on peut dire, c'est qu'un rachat de trimestre, quand on est jeune, coûte moins cher que quand on arrive à 55 ans. Donc, effectivement, ça peut être l'intérêt de dire je rachète mes trimestres à 35 et voilà. Moi, la petite difficulté que j'ai avec les rachats de trimestres, c'est qu'en fait, quand vous rachetez à 35, bon, en fait, vous ne savez pas ce que vous rachetez parce que vous n'avez aucune idée des conditions de retraite que vous aurez dans 30 ans, dans 32 ans plus tard, quand vous prendrez votre retraite. Donc, en fait, bon, vous rachetez un truc, mais vous ne savez pas trop bien ce que vous rachetez. Après, ce qui est important dans le rachat de trimestre, c'est c'est vraiment de le simuler chacun. On peut faire des simulations pour vous. Vous pouvez aussi les trouver sur les sites. C'est pas toujours facile à utiliser, mais c'est intéressant de voir ce que ça donne. Ce qui est important dans le rachat de trimestre, c'est combien de temps vous allez mettre à récupérer la somme que vous avez versée. Voilà. Parce qu'un rachat de trimestre, c'est une charge, hein, quand même. C'est-à-dire, Ça permet de faire de la charge dans une année où on a du bénéfice. oui. Enfin, c'est une charge. Il y a une règle fiscale qui permet de diminuer son revenu imposable du montant du rachat de trimestre. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est de dire le rachat de trimestre, il faut vraiment le simuler et voir combien réellement il faut racheter de trimestres, parce que les organismes ont tendance à vous dire rachetez systématiquement le maximum de trimestres que vous pouvez, c'est-à-dire 12. Mais en définitive, quand on fait les simulations, on s'aperçoit que un bon rachat de trimestre, ça peut se limiter à 8 ou à 4 pour différentes raisons de votre carrière. Et c'est surtout la durée d'amortissement, en fait, du montant que vous investissez dans le rachat de trimestre. Voilà. Donc, c'est un petit peu la particularité de la retraite, c'est que chaque cas est différent en fonction de la carrière de chacun et des revenus qu'il a eus. Voilà. Très bien, merci Philippe. On avance parce qu'il est déjà presque -20. Pour aborder le dernier point et non des moindres, du coup, la retraite par capitalisation. C'est parti. Alors, si je peux me permettre, excusez-moi, Ouais. s'il y a des questions, il y a soit des mains levées ou les gens peuvent écrire dans le chat hein, si D'accord. si Super. jamais il y a besoin. Ça marche. Merci Julie. Où est-ce qu'on voit les mains levées? Les petites mains jaunes à côté des noms. Ah OK, d'accord. OK, ça Voilà. marche. Super. Merci beaucoup. Besoin. OK, retraite par capitalisation, bon, c'est simple. En plus,
on en entend pas mal parler en ce moment. Plan épargne retraite, un petit focus plan épargne retraite. Bon, l'objectif est simple, c'est se constituer un capital par soi-même, faire du pilotage sur son imposition personnelle, essayer de gérer son assiette fiscale imposable et puis piloter un peu sa capacité financière et celle de son foyer. Et puis après, c'est un outil d'optimisation de la rémunération. Dans le détail, est-ce qu'on peut passer? Voilà, comment ça fonctionne, un plan épargne retraite. C'est basé sur la législation loi Madelin. À l'époque, on appelait ça des contrats Madelin. Maintenant, on appelle ça des PER, des plans épargne retraite. Un PER, comment ça marche? C'est que tous les ans, vous versez des capitaux sur un outil, sur l'outil PER qui vous appartient, etc. Les versements que vous effectuez sur cet outil, sur cette enveloppe, vous apportent une réduction, une réduction d'impôt par rapport à votre assiette imposable. Ça vient réduire votre assiette et donc l'imposition personnelle que vous en avez. Le plafond de déduction maximum que vous pouvez faire sur un plan épargne retraite, et j'entends déduction, donc plafond de déduction égale versement maximum. Si vous pouvez verser plus sur un plan épargne retraite que votre capacité à déduire, mais est-ce que vous en avez intérêt? J'en suis pas certain. Ce plafond de déduction, c'est simple, il est égal à 10% de votre rémunération annuelle plus 15% de la rémunération qui est supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale, donc 15% au-dessus de 47 000 euros. Donc, exemple, pour une rémunération de 80 000 euros, eh ben, vous avez 15 044 euros de versement déductible. Vous pouvez verser plus, mais vous ne déduirez pas. Donc, selon moi, j'ai le point de vue de dire que c'est la limite de versement équivaut à la limite de déduction fiscale potentielle. Déduction fiscale, quid de la contrepartie? En fait, euh, oui, je verse, oui, je peux déduire, mais est-ce que la déduction fiscale est intéressante pour moi, pour mon foyer, pour ma situation personnelle? En général, quand on verse, le montant qui est versé, la déduction est équivalente à la tranche marginale d'imposition la plus haute. Donc, imaginons, je verse 100, j'ai une tranche marginale d'imposition à droite qui est de 11%, je fais une économie de 11. Bon, je trouve que moi, l'économie fiscale ne vaut pas de bloquer autant de capitaux jusqu'à la retraite. Je préfère, moi, à titre personnel, avoir une disponibilité du capital et ne pas aller chercher l'aspect fiscal. Après, j'arrive sur des tranches marginales d'imposition à 30%, 41%, 45%. Là, je vais vers ce dispositif parce qu'il me permet de constituer un capital retraite complémentaire et dans le même temps de faire une économie durant ma carrière professionnelle, sachant que ce sont des outils sur lesquels on fait de la capitalisation et à la fin, si on choisit de déduire durant la vie professionnelle, d'optimiser fiscalement, quand je sors, je retrouve de la fiscalité quand même sur les reversements. Donc aujourd'hui, quand on se dit j'investis sur un PER et on se dit ah ben je vais retrouver tout en capital, oui, oui, mais l'année de la sortie, il faut pas tout sortir en une seule fois, parce que si j'ai constitué 200, 300, 400, 500 000 euros et que je le sors en une seule fois, ça réintègre vos assiettes fiscales imposables. Et là, c'est moins drôle. Donc, en fait, sur un PER, demain, vous aurez trois choix de sortie. Vous aurez la notion de capital, la notion de capital fractionné, c'est-à-dire c'est moi qui vais décider durant l'année, bah voilà, cette année, par rapport à ma retraite obligatoire perçue, je vais prendre du capital à hauteur de, je sais pas, de 20 000 euros tous les ans pendant X temps, etc. Et vous avez aussi toujours le choix du mécanisme
de rente, c'est-à-dire que la notion de rente, c'est que le montant qui va vous être versé mensuellement, trimestriellement ou annuellement euh, va être versé jusqu'à votre décès, même si vous épuisez le capital constitué. On appelle ça une rente viagère. Mais bien souvent, et depuis quelques années, les régimes de rente ne sont pas bénéfiques parce que la rente va être très inférieure et bien souvent on décède avant de percevoir la totalité de la rente. À l'époque, on pouvait épuiser le capital en 15 ans et percevoir encore pendant 15 ans une rente et là c'était très rentable. Aujourd'hui, ça l'est moins, outre si vous avez une volonté de vraiment protéger votre conjoint ou votre conjointe parce qu'il y a des disparités de revenus. Enfin, voilà. Je m'arrête là. Est-ce que vous avez complément, Pierre, à indiquer? Non, non, très juste sur la rente. Effectivement, avant, on a notamment pour les produits Madelin, on avait des tables de mortalité, ce qu'on appelle les tables de mortalité, qui avaient des taux de rente qui étaient bien plus favorables qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, on conseille plutôt aujourd'hui à nos clients de partir sur une sortie en capital fractionné et d'ailleurs pas en one shot à la sortie, parce que si vous sortez tout, comme François l'a dit, la fiscalité française, c'est un serpent qui se mord la queue. Comme vous déduisez à l'entrée, vous êtes fiscalisé à la sortie. Et le but du jeu d'un PER, c'est que votre TMI à la sortie soit bien inférieur à votre TMI pendant votre carrière. Donc, il est plus intéressant de sortir en capital fractionné sur vos 10 prochaines années de retraite que de sortir en une fois, parce que si vous sortez en une fois, eh ben, on réintégrera toute la sortie en une fois sur une année d'hier, et là, ça peut faire un peu mal. J'avance. Alors là, c'est une petite subtilité. Donc, je pense que dans vos carrières, beaucoup de monde a dû vous présenter le plan épargne retraite, la loi Madelin, etc. Mais nous, aujourd'hui, on présente une offre de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que vous avez deux possibilités aujourd'hui. Quand vous souscrivez à un PER, vous pouvez souscrire à un PER, on va dire vraiment classique, ce qui se fait dans 98% des cas ou 95% des cas sur le marché aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un PER financier. Le PER financier, c'est quoi? C'est un PER, donc, comme l'a dit François, qui vous offre de la déductibilité, le cash est bloqué jusqu'à la retraite. Vous avez accès à plein de supports d'investissement. Vous avez accès à différents types de pilotage financier, de la gestion libre, de la gestion à horizon, de la gestion sous mandat, etc., etc. L'intérêt, c'est que il y a deux gros intérêts. C'est pour ça que nous, on le travaille aussi. C'est que vous avez un potentiel de rendement important parce qu'on peut aller chercher une diversification sectorielle et géographique vraiment dense. Et le deuxième intérêt, c'est que le contrat, bien souvent, est moins chargé en frais que celui que je vais vous présenter juste à ma droite. Et celui que je vous présente jusqu'à ma droite, c'est vraiment une offre spécifique sur le marché qui peut vraiment avoir du sens. C'est pour ça que nous, on préconise de combiner les deux solutions, c'est-à-dire d'avoir un PER financier et d'avoir un PER assurantiel. Le PER assurantiel, en fait, c'est quoi? C'est un PER avec une garantie de prévoyance. Alors, pas de lien avec votre prévoyance individuelle, puisque votre prévoyance individuelle va venir couvrir votre rémunération. Là, pourquoi on parle de PER assurantiel? Eh ben, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'en cours de vie de contrat, si vous êtes en incapacité, voire même en invalidité, vous allez avoir une exonération de vos cotisations. Ça veut dire quoi? En deux mots, ça veut dire que l'assureur, si vous êtes en incapacité pendant X mois, X années ou en invalidité, vous paiera toutes vos cotisations que vous auriez dû payer si vous continuiez de travailler. Donc, je dis une bêtise, vous êtes en arrêt et en invalidité à 35 ans. Et ben, de 35 ans jusqu'à votre liquidation de la retraite jusqu'à 65 ou 67 ans, l'assureur va payer pour vous les cotisations. 64. Ouais, 64. L'assureur va payer pour vous les cotisations de retraite, ce qui représente des budgets énormes et ce qui représente aussi une garantie pour le conjoint survivant en cas de décès, parce qu'en cas de décès, vous avez une deuxième garantie qui est juste en dessous, la garantie capital projeté, c'est-à-dire que l'assureur va verser immédiatement la provision mathématique acquise et l'ensemble des cotisations futures qui auraient dû être acquises pendant la durée de votre carrière. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est une vraie protection pour vous déjà en cours de vie du contrat pour votre retraite et pour votre conjoint ou votre conjointe ou vos bénéficiaires en cas de décès. On peut aller chercher de la gestion plutôt
piloté. Donc, on va avoir moins de support que le PER financier, mais on a une logique qui est bien différente. Le point négatif, mais qui n'en est pas un, parce que forcément, ça a un coût, c'est que on est entre 3 et 5% de cotisation pour les deux garanties dont je vous ai parlé, la garantie exo des cotisations et la garantie capital projeté. Mais c'est une vraie solution aujourd'hui pour aller diversifier votre retraite plutôt que d'aller chercher juste un PER purement financier. Pour le reste, on est sur des similitudes sur les deux produits, c'est-à-dire que les deux produits ont la même fiscalité, avantage fiscal à l'entrée, sortie flexible à la sortie. Depuis la loi Pacte, on a la possibilité de sortir de différentes manières, disponibilité anticipée en fonction de l'acquisition de la résidence principale, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Voilà, François, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oh non, très rapidement, hein, un contrat de capitalisation financier pur, bon, c'est toujours intéressant sur le long terme, ça permet de générer du rendement quand on commence tôt, parce qu'il faut commencer tôt, et donc ça permet de faire grossir l'enveloppe. PER assurantiel, bah, en fait, quand on tombe en invalidité, même à 40, 45 ans, tu disais 35, mais ou 50, bah, on va plus cotiser au régime obligatoire, et donc la retraite de base perçue lorsqu'on partit en retraite, moi je l'ai vu, notamment sur un médecin, qui était âgé et qui est tombé très tôt en invalidité. Bah, il avait pas de retraite, obligatoire. Il percevait pas grand-chose. Il avait pas il avait pas ce type de couverture, et donc je trouve qu'au moins couvrir une partie de sa retraite, complémentaire, bah, c'est couvrir aussi, sa retraite régime obligatoire, parce que c'est pas si simple quand on tombe en invalidité, de se recycler. Donc on vous parle souvent, vous avez souvent en tête la prévoyance là-dessus, couvrir sa rémunération, mais au même titre, couvrir, ses vieux jours, qu'on ne peut plus financer, c'est pas complètement délirant. Et pour un coût de la garantie, bon, ça coûte un peu de sous, hein, 3 des cotisations. C'est pour ça qu'aussi, la combinaison des 2 est bien aussi. C'est-à-dire que, combiner la capitalisation et l'assurantiel sur lequel il y aura pas forcément de rendement, c'est bien aussi. Je m'arrête là. Ok. Et très rapidement pour finir, comme ça nous laissera pile poil 10 minutes si vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez qu'on pousse des sujets. Comment est-ce qu'on procède? Quelle est notre méthodo un petit peu au cabinet? Quand on ouvre un PER pour un client, pour une profession libérale, une profession médicale, on opte quasi exclusivement, pour pas dire exclusivement, par une mise en place de versements réguliers, qui soient mensuels, qui soient trimestriels, voire semestriels, mais très souvent mensuels. Pourquoi? Parce qu'en investissant de manière régulière, vous venez lisser votre risque dans le temps, vous venez avoir des points d'acquisition tous les mois sur des points de marché différents, et du coup, c'est beaucoup plus sécurisant pour vous, et ça nous permet aussi d'aller chercher du coup sur la partie vraiment PER financier, des fonds plus diversifiés, plus volatiles, avec un horizon retraite, et donc du coup d'aller chercher un potentiel de plus-value plus important à la sortie. Ensuite, on estime bien souvent qu'il est bon d'aller chercher des versements programmés à hauteur de 50% de votre plafond de déduction dont vous a parlé François tout à l'heure, pour vous laisser parce qu'on parle souvent de plein fiscal, vous avez dû en entendre parler, la campagne des pleins fiscaux de fin d'année, c'est-à-dire que vous avez, je dis une bêtise, 10 000 euros de déduction maximale, vous avez versé 5 000 euros sur l'année, et ben ça vous laisse une poire pour la soif, entre guillemets, si vous avez réalisé un bon exercice en fin d'année, pour aller chercher votre plein fiscal et faire un versement complémentaire en fin d'année. Ouais. Voilà. Et puis, juste un petit point là-dessus sur le plein fiscal, nous, on juge 50% déjà intéressant pour, de façon régulière, etc., pour construire tous les ans, pour être, vraiment, pour s'occuper de ce dossier retraite tous les ans et s'y astreindre. Après cette 50% supplémentaire, bah, en fait, c'est aussi, en fonction des disponibilités, de la trésorerie qu'on a. On n'a pas toujours, 15 000 euros par an à mettre sur un dossier retraite. Voilà, donc faut se laisser une marge de manœuvre, faut pas se mettre la corde au cou quand on met en place un plan épargne retraite, et faut se donner une possibilité d'analyse fiscale en fin d'année pour dire: «Je remets 50% en plus», ou je pars en vacances. C'est un peu ça.
Exactement. Et une gestion financière adaptée, c'est quoi? Avec François, on a cette appétence-là au cabinet, d'aller chercher, une diversification justement, de vos fonds. Vous avez la possibilité d'investir sur de la gestion libre, de la gestion sous mandat ou de la gestion profilée. Au cabinet, on aime bien travailler de la gestion libre et travailler une allocation qui vous convient. Et surtout, le plus important, c'est de se dire, «OK, je souscris un PER, c'est bien, mais comment est-ce qu'il est suivi ce PER? Parce que bien souvent, dans les PER qu'on peut reprendre à la concurrence, c'est que la déduction fiscale, tout ça, ça avait bien été travaillé, mais une fois que le PER est parti, il faut avoir un suivi et une méthodologie sur les fonds. Nous, au cabinet, on vous fait des suivis 2 fois par an avec des petites vidéos personnalisées pour vous permettre justement de faire des points réguliers et de savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce qu'on a des arbitrages à passer? Est-ce qu'on a des préconisations à faire? Ou est-ce que, entre guillemets, tout roule et on continue comme ça? En fait, juste un petit point là-dessus, c'est que quelqu'un qui commence un PER, il a 30 ans, en fait, il va falloir qu'il tienne, c'est une mission d'endurance, hein, ce que l'on met, c'est il va falloir qu'il tienne pendant 34 ans à bien positionner ses capitaux et cetera et bien souvent, faut pas changer, de contrat tous les matins et puis, appeler, enfin et changer de route de conduite, d'investissement. C'est vraiment de l'endurance, donc ce qui est important, c'est, bon, Pierre, tu parles de gestion ligne, mais il y a aussi des gestions sous mandat qui sont complètement déléguées, vous les touchez pas et bon, on sait que c'est bien géré ou alors, vous avez des politiques aussi au travers, on parle beaucoup de gestion algorithmique en ce moment avec les ETF, pour lesquels vous pouvez faire des investissements réguliers. Mais pensez à cette notion d'endurance et tenir dans le temps. Voilà pour la Voilà, présentation. On est bon dans le timing. Il nous reste 7 minutes. Merci pour ceux qui nous ont pour écoutés votre jusqu'au attention. bout. Ouais, merci à vous tous. Avez-vous des questions? C'est toujours un moment stressant. Euh, oui, bonjour. Je voudrais savoir comment on fait une simulation de durée d'amortissement d'un rachat de trimestre. Eh bien, ça se fait avec un outil, hein, pour être honnête. Moi, je travaille, enfin au cabinet, on travaille avec un outil qui s'appelle Big de Harvest et qui est un calculateur retraite sur lequel je fais des reconstitutions de carrière complètes pour des gens en fonction de multiples éléments. Et on a la capacité, avec cet outil, effectivement, de calculer l'optimum du rachat de trimestre et de voir s'il est nécessaire ou pas. Voilà. Mais c'est vrai que ça se fait pas à la main, pour être honnête. En tout cas, moi, c'est des choses qu'on peut plus faire à la main parce que les éléments à prendre en compte sont multiples, ou alors il faut développer un tableau Excel extrêmement complexe qui ne sera pas forcément juste et qui ne sera pas forcément mis à jour. L'avantage de l'outil que j'utilise ou qu'on utilise, c'est qu'on a de mise à jour permanente et à la fois sur les textes et sur le mode de calcul. Et cotisation retraite, cotisons-nous pour la retraite pendant les études de médecine? Statut externe et interne. Alors, en fait, là, la cotisation, c'est assez simple. Vous êtes thésé, enfin, vous êtes remplaçant non thésé, enfin, vous êtes non thésé, vous n'allez cotiser, vous n'allez pas cotiser à la CARMF, vous allez cotiser uniquement sur la partie URSSAF. Vous êtes thésé remplaçant, là, vous avez un régime simplifié qui s'applique et sur lequel, en fait, vous avez des cotisations qui sont réduites, mais uniquement jusqu'à un plafond d'environ 20 000 euros. Donc, bon, globalement, lorsque vous êtes thésé et même remplaçant, vous rentrez sur un régime classique et il n'y a pas d'abattement spécifique. Hop.
Allez, je vais Comment- répondre à l'autre question. Ouais. Comment connaître précisément le montant total des frais, gestion, versement, contrat qu'on aura à payer tout au long de la vie du contrat? De 2 manières. La première, c'est c'est un échange avec votre conseiller, tout simplement. Savoir, quel contrat vous allez choisir parce que chaque contrat a ses frais, chaque contrat, a ses frais sur versement, ses frais de gestion et cetera. Bien souvent, c'est un petit peu de la négociation avec la personne que vous avez en face de vous et puis vous retrouverez aussi tous ces éléments, c'est beaucoup moins drôle, mais dans les conditions particulières et dans les conditions générales de votre contrat, vous avez des dizaines et des dizaines de pages que vous ne lisez pas forcément, mais normalement, votre conseiller doit vous dire très rapidement les frais de gestion, les frais d'entrée, et déjà c'est pas mal. Alors, ouais, et je veux compléter ça par quelque chose. C'est quand vous avez des évolutions législatives, là, ça a été à l'époque, on avait des contrats dits loi Madelin, et puis on est passé en 2019 sur la notion de plan épargne retraite, et le marketing voulait que on vende les sorties en capital, etc. Bien souvent, quand on change de nature contractuelle, on perd toujours des avantages qu'on ne retrouve pas forcément dans des contrats, dans les nouvelles législations, etc. Donc, il faut être relativement attentif quand même aux différentes contreparties quand on change de contrat. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Non? Philippe, tu veux dire quelque chose? Voilà, ce que je veux dire, moi, je m'occupe de retraite et en fait, pour les gens qui ont des carrières complexes ou qui ont eu des activités avec des revenus qui varient, qui ont fait à la fois du secteur public, qui ont travaillé en privé, voilà. Et moi, j'ai même des dossiers de médecins qui ont travaillé à l'étranger, en particulier en Belgique, où là, effectivement, il y a la notion de constitution de droit et le bilan retraite est un outil indispensable dans ces cas-là pour avoir une appréciation de ce qui va se passer plus tard ou de ce qui a déjà été constitué réellement en tant que droit. Ouais, et en fait, il faut pas attendre d'avoir 55 ans hein, pour faire ces bilans-là, parce que normalement, un bilan retraite, enfin, ou une étude de perspective retraite, elle doit être corrélée derrière avec l'outil de complémentaire que vous mettez en place, parce que vous commencez jeune avec un BNC X, donc on va partir sur une base de retraite de temps, et puis plus vous allez monter en rémunération, plus la fiscalité va changer, plus vos taux de remplacement vont changer. Donc si on veut bien faire les choses, en fait, c'est deux conduites que vous devez avoir assez régulièrement, et il faut pas revenir sur ces sujets-là une fois tous les 10 ans parce qu'autrement, ça va vite et on perd le fil, mais avoir un petit point de façon régulière là-dessus, c'est pas déconnant. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que nous, au cabinet, dans les bilans retraite qu'on réalise, on conserve les données, on conserve votre dossier et au fur et à mesure de l'évolution de la carrière ou des situations familiales ou autres, il y a des mises à jour qui sont faites. Voilà. Ben, c'est parfait, il est 14 heures. Est-ce qu'il reste une petite question ou deux? Ou si vous avez peur, vous pouvez nous laisser vos questions par la suite en privé. Vous aurez accès au PowerPoint. Julie va l'envoyer. Oui, Voilà. voilà, tout à fait. Je vais vous envoyer un questionnaire de satisfaction ainsi que le diaporama. Super, Ok. parfait. Eh ben, merci à tous pour votre présence et bon après-midi à tout le monde. Bon courage à tous, bonne journée, à bientôt. Voilà. Merci Ah bon. Julie. Merci à vous. Tac. Là, je suis en Merci. Ah, merci. Bonne journée. Bonne journée. journée.